Salut à tous, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Une émission un peu particulière. Nous allons parler d'un mouvement, un mouvement qui souvent défraie la chronique aux grandes dames de mon invité du jour qui s'appelle Sylvie Rosenbaum, les femmes du Kotel. Si vous avez envie d'en savoir plus, restez avec nous. Sylvie Rosenbaum, bienvenue, bonjour, on est ravis de vous accueillir. Voilà, alors de rien. Donc vous êtes dans le board du mouvement, de ce mouvement, les femmes du Kotel, qui militent pour prier au Kotel. Qui prie déjà, mais voilà, qu'on entend beaucoup parler. Alors. Avant de rentrer dans tous les détails et dans toutes les motivations qui portent ce mouvement, on voudrait d'abord en savoir un peu plus sur vous parce que d'abord vous êtes francophone, donc vous allez bien pouvoir nous expliquer comment vous avez intégré ce mouvement et pourquoi surtout. C'est ce qui nous intéresse, voilà, et puis quitte à prendre après encore des responsabilités au sein de ce mouvement. Alors depuis 10 ans vous en faites partie, mais le cheminement a été long. Tout à fait. Je suis arrivée en Israël, je venais de Paris, donc j'ai grandi dans une communauté libérale à Paris au MJLF, dont le rabbin était le rabbin Daniel Fari. Tout de suite j'ai appris à prier au MJLF et à prier donc en MJLF pour ceux qui mouvement juif libéral de France. Voilà. Donc une synagogue libérale où on permet aux hommes et aux femmes de prier ensemble et de prier de la même façon. C'est-à-dire si une femme souhaite mettre le talit pour prier, donc elle le peut. Femme monte à la Torah aussi. Et monter à la Torah, lire dans la Torah, diriger des offices, mettre les tefilines pour certaines. Voilà, donc j'ai en fait l'habitude de prier avec un talit depuis très jeune. Et prier pour vous, maintenant... C'était votre connexion avec le judaïsme, c'était celle-ci, vous ne connaissiez rien d'autre? Je ne connaissais rien d'autre, je ne pensais pas qu'il y avait autre chose. D'ailleurs, lorsque je suis arrivée en Israël, j'étais très 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 étonnée, choquée, frustrée. Je suis arrivée en Israël dans un milieu dati-léoumi, donc religieux, national religieux. Vous avez fait vos études au lycée français, c'était le premier contact. Français, et mon premier choc a été donc à Simchat Torah de cette année-là, de cette année de terminale au lycée français, où je me suis retrouvée dans un quartier orthodoxe où on célébrait Simchat Torah, donc dans la rue, donc comme on a l'habitude de faire ici à Jérusalem. C'est très très émouvant généralement lorsqu'on se pose pas trop de questions. À partir du moment où on a grandi sans barrière et avec la possibilité de porter le Sefer Torah, de lire dans la Torah, lorsqu'on se retrouve derrière des barrières justement à regarder les hommes célébrer Simchat Torah, c'est très frustrant et on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Alors justement, vous êtes posé des questions et vous ne connaissiez pas bien sûr ce mouvement des femmes du Kotel. Alors en gros, les femmes du Kotel, c'est quoi? C'est juste prier, revendiquer le droit de prier avec un talit devant le Kotel, dans la Ezrat Nashim, dans le Kotel Adromi. C'est quoi les revendications? Les revendications, d'abord, c'est de prier. Prier, puisque chaque Rosh Chodesh, on se retrouve pour Shacharit. Depuis un moment déjà. Depuis 30 ans, puisqu'on a fêté le 30e anniversaire du groupe, du mouvement la semaine dernière. Donc on prie chaque semaine à Rosh Chodesh, donc comme c'est Rosh Chodesh, on dit aussi le Hallel et on fait Kriyat HaTorah aussi, on lit dans la Torah la portion de Rosh Chodesh. Et ça, on le fait dans la Ezrat Nashim, dans la partie des femmes. Réservée aux femmes. Réservée aux femmes. Ça ne plaît pas à tout le monde. Pardon ? Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas beaucoup aux femmes orthodoxes qui viennent prier aussi et qui considèrent que notre prière est une provocation. Donc, elles nous dérangent pendant la prière. En fait, elles nous dérangent, mais alors elles y vont pas de main morte. Donc elles, avec des sifflets, des insultes,
des grandes banderoles aussi, avec des citations. Et ce qui est compliqué à comprendre pour ceux qui ne sont pas de votre mouvement, qui ne connaissent, qui n'en sachent pas plus que ça, c'est que dans ce mouvement des femmes du Kotel, il y a des femmes réformées, donc qui ont une application de la halakha, on va dire très imagée, très différente. Pas forcément, des femmes réformées. On va dire une application. Bon. Ouais, mais enfin on dirait une application de la halakha, pas orthodoxe au sens strict, comme ça on va être au sens réformé du terme, voilà. Et vous avez des femmes Masorati aussi, alors ça c'est encore autre chose, et puis vous avez des femmes orthodoxes, donc c'est ça qui est assez complexe à comprendre. Puisque prier au kotel comme nous le faisons, en fait, n'est pas du tout interdit, donc c'est pour ça que les femmes orthodoxes peuvent se joindre à nous. Et prier elles aussi avec un talit pour certaines, pas toutes. Mais... pour ceux qui n'ont pas l'habitude des diverses facettes du judaïsme en Israël, ça peut paraître un petit peu choquant que des femmes orthodoxes prient avec un talit aussi, mais ça existe. Mais ça existe, et ça existe de plus en plus quand vous rentrez dans une synagogue. De plus en plus, vous avez maintenant les mouvements New Orthodox aussi, des synagogues orthodoxes qui acceptent les femmes parfois avec des talits, qui montent à la Torah, qui peuvent dire un Dvar Torah aussi. Des femmes qui disent le Kaddish. Une femme qui dit le Kaddish, c'est pas parce qu'elle a envie de dire le Kaddish pour provoquer, c'est parce qu'elle a perdu un être cher et qu'elle a besoin de dire le Kaddish. Comme un homme. D'accord. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez un parcours aussi personnel coloré, on va dire ça comme ça, parce que vous êtes marié à je ne dévoile rien, vous êtes marié à quelqu'un qui est Dati Leumi, donc observant de la halakha, dans les règles de l'art. Vous avez un fils qui va bientôt rentrer à l'armée et qui a étudié pendant 4 ans dans une yeshiva tichonite, tout ce qui est plus de très sérieuse, quoi. Enfin, je veux dire orthodoxe, on peut dire ça comme ça, ou Dati Leumi. Orthodoxe ou Dati Leumi? Dati Leumi. D'accord. Et vous n'êtes pas du tout dans leur direction. Vous allez dans votre propre chemin. Mon propre chemin, mais qui est aussi un chemin religieux. C'est une autre façon d'être religieuse. Alors, c'est une autre façon d'être juif. J'imagine, ouais. C'est pas forcément facile dans la famille, dans la vie familiale, mais on y arrive tout à fait. Et de même que on négocie avec d'autres groupes religieux et d'autres mouvements politiques pour le kotel, alors à la maison c'est la même chose et on s'accepte. Denis va dans une synagogue orthodoxe, mon mari. Mon fils il va avec lui. Mon fils va avec lui quand il se réveille et ma fille, ma fille va avec moi. Donc elle a plutôt rejoint la cause Masorati. Et elle prie aussi, elle a grandi dans une école aussi féministe à Hartman, à Jérusalem. Donc elle a connu ça aussi. Et on arrive à vivre comme ça, et avec beaucoup de tolérance l'un envers l'autre. Alors, ce qui est intéressant et ce dont j'aimerais parler aussi avec vous, parce que je profite que vous parliez en français d'un thème très, on va dire, imprégné dans la société israélienne, qui défraie la chronique. Il y a très souvent des unes de Yedioth Ahronoth, des unes de Ynet. On vous voit et on voit un peu le stéréotype. Nous, on aimerait savoir ici, quelles sont les motivations? Est-ce qu'il est besoin, pour aller prier au kotel, de faire tellement de bruit autour de ça? C'est vrai que c'est parfois très choquant pour des femmes religieuses, pour des gens même qui ne sont pas religieux, des laïcs, de voir des femmes en bras de chemise réclamant leur droit à prier au kotel ou lire dans la Torah. C'est aussi ça qui choque. C'est pas tellement le fait que des femmes veuillent prier au kotel, c'est aussi la façon dont c'est fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est tellement extrême? Je comprends que vous soyez choqués, parce que moi-même je suis choquée de voir au kotel uniquement des femmes avec des perruques ou avec des foulards. Des femmes habillées en noir. Voilà, moi ça me choque aussi terriblement. Mais vous les tolérez ou pas? Je les tolère. Je vais pas les déranger pendant leur prière. D'accord. Je les dérange pas, mais ça me choque
que le kotel appartienne uniquement à cette société-là. C'est quand même le cœur du judaïsme. C'est le cœur du judaïsme, mais je suis aussi juive. C'est sûr. Je suis aussi juive, je fais partie de l'âme Israël comme ces femmes-là. Non mais alors, de la même façon. Revenons sur le côté provoque. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quoi, de elle me provoque ? Non, le côté provoque. C'est moi qui provoque. Non, le côté provoque qui ressort dans la communication, dans les journaux, dans les médias, c'est ce qui ressort. C'est le côté polémique. C'est différent. Parce qu'on ose dire haut ce que énormément de femmes ressentent. J'en suis sûre. Lorsqu'elles se retrouvent derrière une Ezrat Nashim, derrière une barrière à la synagogue et qu'elles ne peuvent pas participer à la tfila, qu'elles se sentent pas du tout concernées, elles sont vraiment frustrées. Et enfin, d'autres femmes, donc les Neshot HaKotel, osent venir en groupe nombreux, puisqu'on est parfois 200, en tout cas une centaine régulièrement, donc parfois 200 à Rosh Chodesh. Elles viennent oser pour prier. Elles viennent prier uniquement. C'est ça la motivation, c'est la prière. C'est la prière. Et c'est sûr qu'on veut aussi combattre le monopole de donc la motivation, l'orthodoxie. C'est pas seulement la prière, il y a aussi un combat, entre guillemets. Il y a un combat contre l'orthodoxie. Il y a un combat qui vient de cette motivation de prière, puisque ce qu'on voudrait, c'est pouvoir prier. Si on nous donnait la possibilité de prier tranquillement, on le ferait. On vous a donné un moment le kotel Adromi. Alors, on ne nous a pas donné le kotel Adromi. On ne nous a pas donné le kotel Adromi. Et le kotel Adromi, si vous y êtes allé récemment, vous pouvez voir qu'il n'est pas du tout d'accès facile. Donc c'est pas ce qu'on appelle donner le kotel Adromi. À partir du moment où il sera aménagé et il sera. Mais même ça, c'était pas une solution qui satisfaisait toutes les femmes, parce que pas toutes les femmes. Certaines femmes ne voulaient pas prier mixte et d'autres femmes chez vous préféraient prier. Enfin, ça ne les dérangeait pas. Certains trouvaient que c'était une bonne solution. Mais nous on a accepté à partir du moment où on met une mechitza, où on met une séparation dans le kotel Adromi, dans la Ezrat Israël, dans la partie mixte. Mais pour ça, il faut qu'elle soit aménagée. À partir du moment où elle sera aménagée, ça veut dire quoi aménager ? Ça veut dire que lorsqu'on arrivera à l'entrée du kotel, devant l'esplanade, on aura la possibilité, 1, 2 ou 3, de choisir ou la Ezrat Gvarim, ou la Ezrat Nashim, ou la Ezrat Israël. Ça veut dire ou prier chez les hommes, ou prier chez les femmes, ou prier mixte. Est-ce que ce sera les 3 possibilités qui s'offriront devant nous ? Alors à ce moment-là, on ira. Mais là, la Ezrat Israël, la section mixte, elle n'est pas du tout accessible. Elle est cachée. Elle n'est pas aménagée pour recevoir des personnes en fauteuil roulant, en poussette ou quoi que ce soit, ou des personnes âgées qui ont du mal à marcher et qui prient avec nous. Donc pour l'instant, c'est le statut que vous n'avez pas accepté. Donc on n'a pas accepté. Donc elle n'est pas aménagée, on ne peut pas. On en est au point mort. Pour l'instant, vous continuez à prier au kotel dans l'endroit réservé aux femmes. Oui. Voilà. Alors par contre, ce qu'on nous a attribué depuis quelques mois, c'est la police qui nous a attribué ça, c'est une sorte de cage, on va dire, une cage faite de barrières pour nous protéger des agressions des femmes orthodoxes. Pendant quelques mois, on est rentré dans cette cage, mais on voulait négocier. On accepte de rentrer dans la cage, en effet, si vous nous laissez faire rentrer un Sefer Torah. Alors qu'il y a une loi qui interdit de faire rentrer un Sefer Torah au kotel. Donc on ne peut pas faire rentrer un Sefer Torah de l'extérieur de l'esplanade du kotel au kotel. Or, on sait qu'il y a des centaines de Sefer Torah dans la partie des hommes. Oui, de toute façon, vous jetez un pavé dans la mare. Vous n'êtes pas accepté aujourd'hui. C'est l'orthodoxie qui est la règle, on va dire, au niveau de l'État d'Israël. C'est comme ça que ça se passe. Et vous êtes, on va dire, à côté. Vous avez d'autres demandes. Vous n'avez pas peur, justement, vous qui avez beaucoup hésité. Il faut quand même préciser. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez hésité à rejoindre ce mouvement. J'ai hésité. Pourquoi ? Dites-nous. J'ai hésité, surtout au niveau personnel, familial. Oui. Pourquoi ? Parce que ça vous mettait... C'était surtout par rapport à mon fils qui était en yeshiva. Je sais que ça risquait de le déranger. Finalement, il a géré ça très très bien. Ou pas ? De l'exclure et de le pénaliser, je ne voulais pas que ça lui pose de problème, mais finalement il a très bien géré ça, et lui-même il a commencé à s'intéresser à ces questions, s'intéresser complètement à ça, tout à fait, et aussi à ouvrir des débats avec ses copains de yeshiva justement sur les Neshot HaKotel.
Moi, ça m'a fait plaisir de voir ça, mais pendant quelques temps, en tout cas, j'évitais d'être prise en photo. Non. En tout cas, dans les journaux israéliens. Les journaux français, c'est un peu moins grave. Ouais, c'est moins grave. Maintenant, il y avait peut-être d'autres raisons aussi pour lesquelles j'hésitais. Je me posais la question, quelle est la motivation des Neshot HaKotel ? Exactement. Quelle est la motivation ? Ma motivation personnelle, en tout cas, c'est moi que vous êtes venu interviewer. Donc, ma motivation à moi, c'est de prier. C'est de prier au Kotel. Pourquoi ? Comme j'en ai l'habitude, comme avec mon minag à moi. Et mon minag, c'est de prier avec un talit. J'ai grandi comme ça. Lorsque je prie, que je me retrouve dans une synagogue et je dois prier sans talit, parce que je vais parfois dans des synagogues orthodoxes, ça vous met mal à l'aise. Ça peut arriver, j'y arrive pas. J'ai l'impression de ne pas être protégée, j'ai l'impression de ne pas pouvoir me construire un monde de prière. Chose que j'ai l'habitude de faire avec un talit. C'est pas que ça me met mal à l'aise, mais il vous manque quelque chose. Il manque quelque chose. Bon, alors vous, c'est vos motivations, mais on le sait bien, ce n'est pas les motivations de toutes les femmes qui font partie de ce mouvement. Certains veulent vraiment combattre l'orthodoxie, certains s'opposent complètement à l'orthodoxie, remettent en cause la halakha, remettent en cause beaucoup de choses qui fait partie, on va dire, de notre quotidien ambiant ici. Je suis pas sûre qu'elles veulent mettre en cause la halakha. Simplement, la halakha, elle doit évoluer, c'est tout. La halakha, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui avance. Et ça, c'est la pierre d'achoppement entre la conception de l'orthodoxie de la halakha et vous, puisque l'orthodoxie veut conserver la halakha comme... Oui, mais la halakha, justement, comme son nom l'indique, elle devrait évoluer avec la société. Donc vous êtes plus pour défendre l'esprit de la loi que la loi elle-même. Oui. C'est ce qui vous intéresse, c'est ce que vous voulez faire. Et vous pensez que vous allez, je sais pas, vous avez des avancées, vous pensez que... J'espère. On a fêté là les 30 ans du mouvement des Neshot HaKotel. C'est pas rien. 30 ans, c'est beaucoup. 30 ans, c'est beaucoup. C'est pas plutôt un combat de la place de la femme dans la société israélienne ? Aussi. Bien sûr, c'est pas que au Kotel. C'est dans la synagogue, dans la société, au travail, dans la famille, dans les bus, dans les transports en commun à Ramat Bet Shemesh, etc. Enfin bon, c'est la position de la femme, en effet. C'est ça que vous défendez aussi ? Oui. Ouais. Bon, alors on aurait pu parler encore longtemps. Voilà, on voulait vous redonner la parole pour connaître un peu mieux ce mouvement. Alors après, on aime, on n'aime pas, on adhère pas, c'est pas grave. Ici, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ce que je propose, c'est que si certaines femmes veulent voir par elles-mêmes, elles peuvent venir Rosh Chodesh. Généralement, c'est Bet Be Rosh Chodesh. On prie à 7h du matin. Et c'est une prière calme. C'est pas une prière de provocation. C'est pas on vient pas manifester, on vient prier. Ce qui se passe autour, malheureusement, c'est pas toujours calme, mais la prière elle-même, elle l'est. Ouais. Je sais pas si ça peut être calme, une prière avec de l'agitation autour, mais bon, si vous le dites, on vous croit sur parole. Puis vous priez aussi aux côtés d'un petit groupe de femmes orthodoxes, il faut le préciser aussi, qui elles prient avec le talit, mais bon, elles font pas de vagues, elles. On les entend pas trop, elles sont discrètes. En fait, je crois que les Neshot HaKotel ont inspiré d'autres groupes. En fait, on voit souvent maintenant des jeunes filles qui viennent prier, pas forcément avec le talit, mais enfin qui viennent prier fort et danser pendant la tfila. Et il y en a de plus en plus. Donc, prier fort, chanter devant le Kotel entre femmes, c'est pas un problème. Ou c'est un problème pour vous ? Pour les gens, moi, c'est pas un problème, mais il faut croire que pour Rabinovitch, pour le rabbin du Kotel, c'est un problème. Oui, ça fait. Bon, on va pas reprendre toute la polémique qui a lieu il y a 2 semaines, mais en tout cas, bon, voilà, on vous a donné la parole. J'espère que ça a déblayé un peu le sujet pour certains. Vous revenez quand vous voulez. Merci d'être venu et puis de vous être livré comme ça. À bientôt. Merci. Ciao. Beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.